c'est une gigantesque faillite née d'un engrenage, puisqu'il y a un des imminents dirigeants du Crédit Lyonnais qui a expliqué l'engrenage, c'est un engrenage de faillite. C'était condamné à faire faillite, sauf à admettre qu'on puisait dans un puits sans fond, où pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, on aurait continué à nourrir des affaires en faillite, comme on l'a fait dans les pays de l'Est. Au début de l'année 94, en France, la crise n'en finit pas de toucher les entreprises par milliers et provoque autant de faillites. Les prix du marché immobilier continuent à s'effondrer, 2 ou 3 fois plus bas que toutes les prévisions. Le Crédit Lyonnais, beaucoup plus engagé que les autres banques, est aussi le plus touché. Personne n'arrive plus à chiffrer exactement ses pertes. La Cour des comptes elle-même, qui contrôle les comptes de toutes les entreprises publiques, avoue son impuissance. Nous avons considéré qu'étant donné l'incertitude dans laquelle nous nous trouvions et l'impossibilité dans laquelle nous étions de chiffrer de façon correcte ce qui nous serait apparu comme étant le bon chiffre, le plus sage était d'avouer notre impuissance, au fond, et de dire au public, eh bien, les comptes du Crédit Lyonnais sont dans un état tel que nous sommes absolument incapables de dire quel est le montant du résultat de l'entreprise. Il dépasse les calculs les plus pessimistes. En un an, les évaluations faites par Jean-Louis Bouch pour la commission bancaire sont passées de 7 à 14, puis à 20 milliards de francs de pertes. En février 1994, à la veille de la publication des comptes de l'année précédente, Jean-Pierre Levade, président du Crédit Lyonnais depuis 3 mois, estime que les pertes immobilières atteignent à elles seules 14 milliards de francs. Il donne au total des pertes le chiffre encore inimaginable de 25 milliards de francs. Il faut bien voir que nous arrêtons les comptes 93 en février ou mars 94 sur cette base-là de 25 milliards. Sur les 25 milliards, j'explique que le Crédit Lyonnais ne peut pas faire apparaître dans ses propres comptes plus de 6 milliards de francs de pertes parce que nous avons des problèmes de fonds propres. Il ne faut pas trop détruire nos fonds propres, sinon on aura des problèmes sur les marchés internationaux et avec nos clients français ou étrangers. Qu'on ne peut pas faire non plus apparaître une perte trop élevée pour les mêmes raisons. Et donc, comme le gros du risque chiffré à l'époque, une fois de plus, sans aucun audit, sans expertise, de manière, de ma part, complètement évaluative, à partir d'un certain nombre de conversations, nous décidons que les 14 milliards d'insuffisance de provision immobilière, qui me paraissent être à ce moment-là la partie la plus importante du risque, nous décidons de les sortir. Il s'agit tout simplement d'éviter la faillite. L'idée de Jean-Pierre Levade suit la méthode récemment exploitée dans les pays scandinaves. Elle consiste à créer une structure dite de défaisance, qu'on appelle Omnium Immobilier de Gestion, OIG, pour y mettre les actifs immobiliers les plus compromis, soit environ 14 milliards de francs de pertes. Sorties des comptes du Crédit Lyonnais, ces pertes seront alors garanties par l'État, mais n'apparaîtront en fait sur aucun bilan. Sur le principe de la défaisance, nous étions d'accord. Nous avons été d'accord dès le début. Edmond Alfandéry est alors ministre des Finances depuis 1 an. Il sait la situation explosive et veut à tout prix éviter que le sinistre du Crédit Lyonnais ne gagne d'autres organes vitaux de l'activité économique. Il était évident qu'il fallait passer par une défaisance de façon à décharger le Lyonnais d'un certain nombre de ses actifs compromis, et notamment dans l'immobilier. Donc le principe était acquis au moment de la nomination de M. Perlevade. Sur le périmètre de la défaisance, sur le volume de l'aide de l'État, eh bien, chacun a fait son travail.
C'est-à-dire que M. Perlevade, en tant que président de la banque, disait à l'État, écoutez, il faut m'en prendre autant possible. Moi-même, défenseur des intérêts du contribuable, je disais, écoutez, essayons d'en faire un peu moins. Et chacun faisait son métier, et d'ailleurs, le Premier ministre a tranché, comme c'était son devoir, c'était à lui de trancher, pour finir par aboutir à une aide d'État de 20 milliards. Donc, il n'y a pas eu de désaccord sur le principe, il n'y a pas eu de désaccord fondamental sur l'ordre de grandeur, il y a eu une discussion qui a fini par aboutir à une aide de l'État de l'ordre de 20 milliards dans ce premier plan. Le Premier ministre, Édouard Balladur, a tranché. 20 milliards de francs de dette sont ainsi sortis des comptes du Crédit Lyonnais. Jean Arthuis est alors président de la Commission des finances du Sénat. L'État n'a pas de bilan. L'État tient une comptabilité de ménagères, que les ménagères ne prennent pas en mauvaise part. Recettes, dépenses, qu'il s'agisse d'investissement ou de dépenses de fonctionnement. Aucune distinction. Ce qui rend d'ailleurs extrêmement illisible le budget de l'État. Exigence sans doute d'opacité, au nom de l'intérêt supérieur. Alors, les pertes qui sont dans l'OIG n'apparaissent pas dans les comptes du Lyonnais, n'apparaissent pas non plus dans les comptes de l'État. Opération de passe-passe, si j'ose dire. Parce que, d'une part, le Lyonnais ne prend pas ses pertes, et l'État actionnaire ne prend pas non plus ses pertes. Voilà un procédé qui pourrait s'apparenter à de la cosmétique. Cosmétique, autant dire maquillage des comptes, voire faux bilan. Au printemps 1994, le Crédit Lyonnais est divisé entre une bad bank, une mauvaise banque, l'OIG, et une bonne banque. Les comptes du Crédit Lyonnais sont sauvés. Entre-temps, les commissaires aux comptes ont été changés. Les nouveaux commissaires reprennent tous les comptes. Pendant ce temps aussi, la crise a continué ses ravages. Et à la fin de l'été, Dominique Bazy, bras droit du nouveau président, découvre une réalité qui remet tout en question. Ce n'est plus 25 milliards de pertes, c'est 50. Le double. Une grande partie des actifs qui restaient dans le Crédit Lyonnais, donc en dehors de la partie immobilière qui a été cantonnée, étaient des actifs qui n'étaient pas à bonne valeur dans les comptes du Crédit Lyonnais. En d'autres termes, ils étaient à une valeur de 100 et ils valaient sensiblement moins. Et deuxième élément, ces actifs qui représentaient en masse un peu plus de 100 milliards de francs, ces actifs ne permettaient pas, ne redonnaient aucun revenu, et par conséquent, comme la banque les finançait par emprunt, conduisait à une perte récurrente de la banque. Donc, dès les premiers jours du mois de septembre 1994, je suis allé trouver Jean Perlevade pour lui dire Jean, écoutez, je crois que le désastre est encore pire que ce que nous pouvions imaginer. La banque est en état technique de faillite. Pour vous, la banque était morte? La banque était en état technique de faillite. Et ça, c'est quelque chose dont je me souviendrai toute ma vie, parce que 50 milliards, là, ça commençait à me paraître beaucoup. Là, je commençais à me dire, décidément, je me suis mis dans une galère bien pire que celle que j'imaginais. Et de mon lieu de vacances, j'ai demandé un rendez-vous personnel, en tête-à-tête. C'est la seule fois que j'ai demandé un rendez-vous en tête-à-tête à M. Alfandéry. En lui disant, j'ai des choses graves à vous dire, j'ai besoin de vous voir, et j'ai besoin de vous voir en tête-à-tête. Manifestement, M. Perlevade était très, très nerveux devant cette augmentation que lui-même, je suppose, en tout cas, n'avait pas prévue quelques mois auparavant, et devant l'obligation qu'il était de venir me voir pour m'annoncer une dérive brutale, d'un seul coup, que personne n'avait prévu, en tout cas, au moment du premier plan. Et là, j'ai bien senti que M. Perlevade avait une philosophie et que j'en avais une autre. La philosophie de M. Perlevade, c'était au fond de se dire, eh bien, il y a 28 milliards d'insuffisance de provisions, eh bien, c'est à l'État de prendre des actifs compromis. Et donc, on fait ce qu'on appelle, dans le langage anglo-saxon, une bad bank, une mauvaise banque. L'État reprend la mauvaise banque,
Et puis, le Crédit Lyonnais continue avec les autres actifs qui ne sont pas compromis. Ça n'était pas ma philosophie, et j'ai fait comprendre à M. Perlevat que ça ne pouvait pas marcher comme ça. Eh bien, nous sommes entrés dans ce que j'appellerais une espèce de combat de tranchées avec notre actionnaire. On nous a imposé, c'est drôle, c'est risible, c'est triste en même temps quand on reconstitue ça après coup, on nous a imposé un parcours contradictoire entre nos commissaires aux comptes et la commission bancaire. Interrogez nos commissaires aux comptes, vous verrez. On nous a imposé une espèce d'audit contradictoire dans lequel on était à nouveau à l'envers par rapport à toutes les situations normales. C'est-à-dire où nos commissaires aux comptes sont allés voir la commission bancaire en lui disant c'est 50 milliards au moins, et où la commission bancaire disait non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. La commission bancaire, le Trésor, l'administration des finances, pendant toute cette période de descente aux enfers, si je puis dire, c'est comme les trains. Si vous voyez. Ils arrivaient sur une gare quand moi j'étais déjà à la suivante. C'est-à-dire à ce moment-là, ils étaient à peu près convaincus qu'il y avait effectivement 25 milliards. Au moment où moi j'en étais à 50. 6 mois de retard, à chaque fois. Donc à chaque fois, j'étais obligé de me battre pour les amener à la gare suivante. Et quand ils arrivaient à la gare suivante, moi j'étais déjà à celle d'après. Et au fur et à mesure que la commission bancaire se rapprochait de notre évaluation, le Trésor, le ministre, le cabinet, dans un climat très pénible, très très pénible, sont rentrés peu à peu, mais à moitié seulement, dans le schéma de séparation. L'hiver 94-95 se passe à trouver les moyens de sortir des comptes de la banque, non plus 20, mais 50 milliards de francs de pertes. Le projet consiste à élargir l'OIG, devenu Consortium de réalisation, CDR, et à ajouter aux actifs immobiliers l'ensemble des participations industrielles des deux filiales, Clinvest et Altus. Artemis fait donc partie du lot. Le tout représente alors une valeur de 200 milliards de francs, sur lequel on en prévoit 50 de pertes. Qui décide de quels actifs il faut sortir? Par exemple, Clinvest, qui décide de le mettre... Ah ben ça a été la discussion entre le Trésor et nous. C'est-à-dire que nous avons essayé d'y mettre tous nos actifs sur lesquels nous savions que nous avions des problèmes, et que le Trésor, toujours dans l'optique de diminuer l'addition pour le contribuable, nous a imposé d'y ajouter un certain nombre d'actifs de bonne qualité. Donc les actifs Arnaud, Pinault... Arnaud, Pinault, Rhône-Poulenc... L'ensemble Clinvest, quoi. L'ensemble des bonnes participations de Clinvest. Mais alors pourquoi avoir mis dans le CDR des actifs sains? Je pense notamment aux participations du Lyonnais dans la holding de François Pinault, Artemis, ou d'autres participations. Mais parce que j'estimais qu'il fallait pas seulement que et M. Perlevat l'a bien accepté, et d'ailleurs à l'époque tout le monde l'a bien compris, parce que nous estimions tous qu'il fallait que le Lyonnais ne se débarrasse pas seulement des actifs compromis, mais aussi d'un certain nombre d'actifs qui étaient valorisables. Il y a actuellement dans le CDR des actifs qui ont beaucoup de valeur. Les participations dans Bouygues, dans Pinault, etc., qui ont pris beaucoup de valeur et qui vont donc permettre de contribuer à résorber le trou du CDR. Et donc, il était normal que nous ne mettions pas uniquement les actifs compromis, mais aussi des participations industrielles qui avaient de la valeur. Le plan prévoit donc la prise en charge par l'État des pertes prévues, environ 50 milliards de francs, sur les 200 milliards d'actifs transférés au CDR. Reste un gros point de désaccord entre le ministre et Jean Perlevat. Tous ces actifs, bien entendu, avaient été financés par le Crédit Lyonnais, non pas sur ses fonds propres, qui étaient insuffisants, mais ils avaient été financés par de la dette. Donc le Crédit Lyonnais avait emprunté 200 milliards de francs, si je peux simplifier, pour financer les 200 milliards d'actifs. Les 200 milliards d'actifs, non seulement il y avait 50 milliards de pertes potentielles à l'intérieur, sur leur valeur
intrinsèque, mais en plus, tous les ans, ce qu'il rapportait, c'était 0. Alors que sur les 200 milliards de financement, nous payons 5, 6, 7% de taux d'intérêt. Donc nous avions, sur le financement, de toute façon, une charge annuelle de plusieurs milliards. Et donc ce que l'État a refusé, c'est de nous décharger du financement des actifs qui avaient été sortis de notre bilan. Et donc vous gardiez la charge des emprunts faits pour des actifs qui vous étaient enlevés. Et qui ne rapportaient Mais cette charge et les agios, tournant toujours, à vide et pour rien, étaient toujours à votre charge. Et toujours en charge dans notre compte d'exploitation. J'étais complètement perdu, personnellement, parce que je ne comprenais pas ce que voulait l'actionnaire. Je ne comprenais pas comment on voulait à la fois un redressement et qu'on ne voulait pas se donner les moyens du redressement. Alors certains ont parlé d'une optique punitive. Il ne s'agissait pas du tout de punir le Lyonnais. D'ailleurs, le plan il a été mis en place par Perlevade et par mes services. Il ne s'agissait pas du tout de punir le Lyonnais. Il fallait faire un plan qui permette aux Lyonnais de se redresser. Si on me faisait un plan qui aboutisse 6 mois ou 1 an après, comme nous l'avions fait pour le premier plan, à se retrouver avec les mêmes difficultés, nous n'aurions pas avancé. Naturellement, il fallait que le Lyonnais fasse les efforts nécessaires pour se redresser. Ça ne servait à rien de faire un plan qui n'amène pas au redressement du Crédit Lyonnais. Je ne comprenais pas. Et la lumière a jailli dans mon esprit. J'ai compris, Dominique Bazy qui était avec moi d'ailleurs je crois aussi, le jour où dans la conférence de presse qu'a tenue le ministre pour annoncer le plan du printemps ou de l'été 95, c'est mai ou juin 95, il a dit l'opération Crédit Lyonnais ne coûtera pas un sou aux contribuables. En fait, pas un sou de plus, disait Edmond Alfandéry. J'ai bien dit pas un sou de plus, vous avez raison de le dire, parce qu'on avait déjà mis 20 milliards. Le Lyonnais était la première banque européenne qui avait des ressources, et donc en lui donnant le temps et les moyens de se redresser, on pouvait espérer que le Lyonnais finance lui-même le trou qu'il avait créé. Mars 95. Entouré de Jean-Claude Trichet, alors directeur du Trésor, et de Jean Perlevade, le ministre des Finances présente le 2e plan de sauvetage du Crédit Lyonnais. Quand j'annonce le plan de redressement du Lyonnais, j'entends faire 3 choses. D'abord, donner au Crédit Lyonnais les moyens et le temps nécessaires pour son redressement. Le Lyonnais est une grande banque, et donc j'estime que le Lyonnais doit avoir les moyens de se redresser. Je souhaite d'autre part privatiser dans un délai de 5 ans le Crédit Lyonnais, et je l'annonce. Et je souhaite enfin limiter la casse pour le contribuable. Nous donnons un rendez-vous au Crédit Lyonnais. Nous lui disons dans 5 ans, si vous travaillez bien, eh bien vous serez en situation d'être privatisé, de voler de vos propres ailes et de rembourser l'intégralité de la perte passée. 5 ans plus tard, le Crédit Lyonnais sera au rendez-vous fixé par Edmond Alfandéry. Toujours vivant et prêt pour la privatisation. Entre-temps, Edmond Alfandéry a dû se rendre à Bruxelles pour y faire accepter son plan. Plusieurs banques, et surtout les 2 principales concurrentes du Crédit Lyonnais, la BNP et la Société Générale, se sont plaintes et ont saisi la commission pour les aides apportées par l'État au Crédit Lyonnais. Le commissaire à la concurrence, Karel van Miert, pose les conditions. Pourquoi demandez-vous des compensations en échange d'aides de l'État? Eh bien, parce que quand une banque, même une banque publique, qui est en concurrence avec les autres, reçoit des aides, c'est une distorsion de concurrence, parce que les autres concurrents ne reçoivent pas d'aide. Et il faut rappeler que, à ce moment-là, 2 grandes banques françaises ont porté plainte. Et on dit, c'est pas acceptable. Nous, on doit gagner notre vie avec nos propres moyens. Là, il y a une banque publique qui a fait énormément de gaffes, etc. Et maintenant, pour les remercier en quelque sorte, on donne beaucoup d'argent du contribuable
on retire les actifs pourris, on les cantonne dans une structure ad hoc, et puis la banque peut continuer si de rien n'était. Ce n'est pas sérieux. L'État peut donner des aides pour que l'entreprise retrouve sa viabilité, mais il faut à ce moment-là apporter des contreparties ou faire des sacrifices en faveur des concurrents qui, eux, n'ont pas ce privilège. Voilà la logique. Et dès lors, il fallait trouver, avec les autorités françaises, un accord, négocier un accord, comme quoi, par rapport ou en compensation de cette aide très considérable, il fallait sacrifier, il fallait effectivement faire un certain nombre de sacrifices. Par exemple, en vendant des actifs, non pas pourris, mais des actifs réels. Par exemple, en vendant, et c'était ça un élément de l'accord, la moitié des actifs de la banque en dehors de la France en Europe. Surtout, dure réalité pour la banque, Karel van Miert entend mettre un chiffre aux réductions imposées. Il n'y a pas de mesure chiffrée de l'aide. Moi, à l'époque, j'y suis opposé parce que je pense que les pertes risquent d'aller au-delà. Oui, je ne suis pas sûr qu'il n'y aura que 50 milliards de pertes dans les 200 milliards qu'on a sortis. Donc, je n'ai pas envie de mettre une limite. Et pour des raisons probablement très exactement inverses, le ministre non plus. Donc on ne chiffre pas. C'est Bruxelles qui va obliger à chiffrer. Donc Bruxelles est saisie et la décision d'approbation de Bruxelles sur le plan n'intervient qu'au mois de novembre 1995. À une époque d'ailleurs, publication au JO, etc. Monsieur Alfandéry a été remplacé par Monsieur Madeleine, que je n'ai jamais vu pendant les 3 ou 4 mois où il a été ministre. La victoire de Jacques Chirac aux élections présidentielles au printemps 1995, c'est en effet un nouveau gouvernement, un nouveau Premier ministre, Alain Juppé, et un nouveau ministre des Finances, Alain Madelin. Vous savez que M. Van Miert dit aujourd'hui que c'est votre arrivée qui a un petit peu commencé la dégradation des rapports avec la France. Oui, voilà, la dégradation des rapports. Il s'agissait de céder à toutes les desiderata de Bruxelles. C'est vrai que les choses se sont peut-être un peu que tendues. Mais à l'inverse, d'autres ont dit, mais vous cédez un peu trop facilement à Bruxelles. Donc je crois qu'on a trouvé peut-être un juste milieu. Effectivement, il y a eu des tiraillements et je ne peux pas dire que mes relations avec M. Madeleine étaient les mêmes qu'avec M. Alfandéry. Et j'ai gardé un souvenir très déplaisant de cela. Il avait du mal à accepter cette logique de la discipline dans le domaine des aides d'État. Et que quand moi j'ai dû insister sur certaines choses et des engagements déjà pris par son prédécesseur, je crois qu'il avait du mal à accepter ça. Et qu'il l'a clairement fait sentir par un comportement qui pour moi était inacceptable. Le deuxième plan de sauvetage mis au point par Edmond Alfandéry est modifié. Il sera l'objet d'une loi qui sera votée par le Parlement fin 1995. Le lien entre le Crédit Lyonnais et le CDR est coupé. Le CDR est désormais autonome et a obligation de liquider tous ses actifs dans les 5 ans qui suivent. Michel Rouget, nommé à la tête du CDR, a suivi un parcours atypique pour les cercles de pouvoir. Il a débuté comme chauffeur routier avant de créer une mutuelle dont il est devenu cadre dirigeant. Et beaucoup plus tard, président du tribunal de commerce de Paris, là où se jugent les faillites et les plans de reprise d'entreprises en difficulté. Là où Alain Madelin va le chercher au printemps 1995 pour prendre la direction du CDR. 3-4 semaines après, j'ai été convoqué par M. Madelin, qui est ministre de l'économie et des finances, et qui m'a proposé de prendre le CDR
avec la perspective de reconstruire le dispositif, une fois connue la décision des autorités de Bruxelles, puisqu'il est évident qu'il y avait l'introduction d'un élément nouveau et déterminant, c'était la séparation imposée par Bruxelles entre le Crédit Lyonnais et le CDR. Il est vrai que si Bruxelles avait permis au Crédit Lyonnais de conserver la gestion interne du CDR, ce serait apparu comme beaucoup moins liquidatif. Le Crédit Lyonnais, c'était une bonne banque qui gérait la mauvaise banque qu'on avait extrait de ses entrailles, si vous voulez. Mais il en conservait la responsabilité. Donc le côté liquidatif était moins affirmé. Mais de l'instant où vous extrayez le CDR du Crédit Lyonnais, vous affirmez le liquidatif. Et vous l'affirmez d'autant plus qu'en même temps, le gouvernement a pris, moi je n'ai pas jugé, je dis simplement, le gouvernement a pris l'engagement que 50% de ce qui était transféré au CDR serait liquidé avant 3 ans et 80% avant 5 ans. Le CDR est victime de l'urgence et de la séparation. Coupé de ceux qui avaient la mémoire des dossiers, parfois incomplets, et de montages souvent compliqués. Manquant d'effectifs suffisants. C'est presque mission impossible. Il y a eu, dans le passé, une formidable connivence entre les dirigeants du Crédit Lyonnais, un certain nombre d'affairistes et la haute administration. Et je refusais, pour ma part, de laisser les choses en état. Je me souviens vaguement de mémoire, mes propos vont peut-être manquer de précision, mais ils ne vont pas manquer de sens. Qu'à un moment on me dit, il faut d'urgence donner votre feu vert, monsieur le ministre, à telle liquidation d'actifs de Crédit Lyonnais, et il faut donner X centaines de millions ou X milliards d'argent public. Je dis, mais attendez, je voudrais savoir de quoi parle-t-on là? Vous me demandez de prendre la décision maintenant parce que vous dites qu'il faut vous décider d'ici ce soir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Qui? Je dis, demandez, quel est notre avocat? Quel est l'avocat de Bercy, du ministère des Finances dans cette affaire? C'est Maître Untel. Je dis, je vais l'appeler au téléphone pour avoir son avis. C'est bien l'avocat du ministère des Finances. Ah ben non, il faut qu'on vous dise, c'est pas l'avocat du ministère des Finances, c'est l'avocat du Crédit Lyonnais en réalité. Mais alors, comment peut-on continuer comme cela? Je vous cite cette anecdote pour vous montrer à quel point c'était des dossiers extrêmement embrouillés, extrêmement confus, et à quel point, pour ma part, j'ai souhaité avoir un suivi judiciaire directement au cabinet du ministre, et qu'ensuite le CDR puisse être un peu coupé du Lyonnais, pour mettre en œuvre les procédures transparentes et éventuellement engager les poursuites sans être pris des liens de connivence avec les anciennes équipes du Lyonnais. Je n'aurais vraiment pas aimé voir, comme cela était un peu la tendance, un certain nombre de cadres dirigeants du Crédit Lyonnais continuer de s'enrichir à titre personnel sur ces actifs que l'on aurait cédés dans les conditions fixées en connivence avec le Crédit Lyonnais. Vous dites s'enrichir à titre personnel? Oui, je veux dire, parce qu'il y avait un protocole d'accord qui m'était proposé à l'époque où les dirigeants du Crédit Lyonnais seraient intéressés à titre personnel aux liquidations des actifs du Crédit Lyonnais. Je trouvais que ceci n'était pas très moral. En fait, d'après nos vérifications, cette clause d'intéressement aux ventes ne concernait pas l'enrichissement personnel des dirigeants, mais l'intéressement de la banque elle-même, visant à éviter la braderie des actifs, pour en tirer au contraire le meilleur prix possible. Pas de quoi pousser à la rupture complète entre le Crédit Lyonnais et le CDR. Et donc, ce plan est approuvé avec un épisode bizarre, stupide, qui nous a coûté très cher, qui est la lettre dite secrète qui promet, sous signature de M. Madelin, qu'en échange de l'aide d'État, le Crédit Lyonnais vendra la moitié de ses implantations européennes. Mais qui n'est que la concrétisation d'un engagement verbal qui avait été pris par M. Alfandéry en tête-à-tête avec M. Van Miert à Strasbourg, engagement verbal dont je n'ai jamais été informé. Cette lettre est littéralement arrivée lors de la réunion de la commission. Évidemment, les collègues n'étaient pas très contents parce que ce n'est pas comme ça qu'on travaille normalement.
Pourquoi était-elle secrète et pourquoi ne l'a-t-elle pu été? C'est-à-dire, comme il y avait une série d'engagements qui concernaient notamment la vente d'actifs, il y avait une préoccupation du côté français que je comprenais, c'est-à-dire il ne faut pas mettre ça sur la place publique quand il faut vendre quand même pour des dizaines et des dizaines de milliards. Hein, ça faisait quand même un montant de 310 milliards de francs français. Hein, qu'il faut pouvoir gérer ça sérieusement, et quand les concurrents savent que vous devez vendre en dehors d'une certaine période, évidemment, la valeur en prend un sacré coup. Hein. Donc, il était, me semble-t-il, raisonnable que du côté français, on demandait que certains engagements restaient confidentiels, mais néanmoins formels. Et donc, voilà, cette opération un peu compliquée, où j'avais accepté le principe que certains engagements resteraient confidentiels, mais seraient bel et bien codifiés, bel et bien noir sur blanc, écrit par un engagement du gouvernement. Et c'est ça la fameuse lettre de Madeleine. Pourquoi n'est-elle pas restée secrète? Parce que, évidemment, moi j'en ai informé mes collègues, comme ça se doit, que je crois qu'à un certain moment, quand même, Bercy a dû expliquer à M. Perlevade les engagements que l'autorité publique avait pris et ce que cela voulait dire. Et sans doute, petit à petit, ça s'est su. Mais à ce moment-là, 3 mois après avoir été nommé, Alain Madelin n'est déjà plus ministre. Contraint à démissionner pour avoir critiqué publiquement les réformes fiscales souhaitées par le Premier ministre, Alain Madelin est remplacé par Jean Arthuis. Nous sommes en août 1995. Le vote de la loi n'aura lieu qu'en novembre. Michel Rouget attend toujours sa lettre officielle de mission. Au moment où je suis nommé, le ministre qui m'a nommé n'est déjà plus là, lui, pour ceux qui... Oui, mais, et puis vous êtes dans un flou juridique... Ah ben je n'aurai jamais aucune mission. Je n'ai jamais reçu de mission. Jamais. On a attendu la création de l'établissement public, la dotation de cet établissement public des moyens de fonctionner et la création du comité consultatif de contrôle pour qu'on puisse cadrer nos activités. Mais c'est seulement début 97, ça fait pratiquement 18 mois que je suis là, qu'un conseil d'administration de l'établissement public a validé, a pris acte de nos objectifs 97. À la demande du nouveau ministre, Michel Rouget engage un audit complet de l'ensemble des actifs transférés au CDR. 1100 dossiers et 6000 créances. Il faudra presque 2 ans à une équipe surchargée pour en faire le tour. 2 ans pendant lesquels les actifs se déprécient. Moi, je ne jetterai jamais la pierre aux gens qui ont fait ces travaux, parce que c'était tellement énorme, et c'était tellement divers, contesté, discutable. Il y avait des immeubles, on a découvert d'énormes créances qui étaient réputées reposer sur des immeubles, les immeubles n'étaient pas là. Alors quand on vous dit, bon voilà, vous avez une créance de 35 millions ou de 250 millions, ce qui était le cas, et vous avez en face un immeuble, on le décote, la créance de 250, l'immeuble ne vaut plus que 170, et l'autre de 35, l'immeuble ne vaut plus que 22. Et puis vous découvrez que les immeubles n'existent plus en cours de route. Parce que, mais oui, parce qu'il y a eu des opérations dans lesquelles il y a eu des procès, il y a eu des contestations, et les immeubles n'étaient pas la propriété de ceux qui disaient qu'ils les avaient. Donc, vous aviez une créance qui était décotée à 30, 35, 40 ou 50%, et brutalement, elle devenait zéro. Parce que c'était une créance qui reposait sur rien, si ce n'est sur une société en faillite. Jamais, nulle part, et à aucun moment, on avait isolé la totalité de ce sinistre. On ne l'avait pas, comme on dit en termes d'incendie, circonscrit. Le seul moyen de le circonscrire, c'était de l'isoler, de tout traiter à l'intérieur du CDR et de faire les comptes. Quand on a regroupé toutes ces sociétés de toutes sortes et qu'on a annulé toutes les écritures dans tous les sens à l'intérieur du dispositif, parce que toutes ces sociétés étaient croisées, entrecroisées, on a brutalement dégagé, grosso modo,
20 milliards de non-valeurs. C'était ni des actifs, ni des passifs, c'était des lignes comptables qui n'avaient plus lieu d'être et qu'il fallait faire disparaître. Pouvait-on les amortir sur 40 ans? Non, puisque ce n'est pas le boulot du CDR. Donc il a bien fallu prendre une décision dont j'ai assumé la responsabilité, d'un seul coup d'un seul, de se dégager sur les exercices 95, 16, 17 de l'ensemble de ces écarts d'acquisition. Là, il y en a pour 20 milliards, qui étaient peu connus et très peu identifiés dans les premières estimations qui avaient été faites à 94. Mais il y avait encore une petite réserve, il y avait encore à peu près, je crois, 150 sociétés à rajouter, parce que c'était énorme comme dispositif, et il y avait à peu près 150 sociétés qui n'apparaîtront, elles, qu'en 97 sur les comptes de 96, et qui achèveront le dispositif. Mais on savait déjà, et je l'avais écrit de la façon la plus claire au ministre, à l'été 96, vous m'entendez bien, été 96, je l'avais dit quelle était la situation des comptes et combien ça coûterait. Grosso modo, on sait, et moi je l'ai toujours dit, qu'on est autour de 90 milliards, prévisible, hors coût de portage. Le coût de portage, c'est-à-dire le coût des intérêts à payer sur l'emprunt fait au Crédit Lyonnais pour couvrir les 200 milliards de francs d'actifs. Emprunt qui se résorbe toutefois au fur et à mesure des ventes. Quand j'ai su que dans les filiales, il y avait eu des choses atroces, je m'en doutais, mais un rapport de la Cour des comptes me l'a confirmé. Immédiatement, j'ai demandé à mon collègue garde des Sceaux d'engager la responsabilité des administrateurs de la société mère Crédit Lyonnais et des commissaires aux comptes. Parce que je n'admets pas cette exonération de responsabilité au motif qu'on est en charge de la mère et pas des filiales. Je donne comme instruction que l'on engage systématiquement des poursuites dès lors qu'il y a des faits qui établissent des délits, des abus et des manquements à la probité. Poursuites judiciaires qui visent qui précisément? C'est-à-dire les administrateurs du Lyonnais ou les filiales? Tout. Je précise, que c'est un sujet qui est un sujet hypersensible. Nous n'avons pas trouvé de traces d'intérêt personnel, de gens, comme on dit en termes simples, qui se sont mis de l'argent dans la poche ailleurs qu'à la périphérie, assez loin des structures dirigeantes. Bon, il est vrai que dans certaines filiales de filiales, dans certaines petites filiales de banques, on a trouvé des gens qui avaient mélangé leur caisse personnelle avec leur caisse, avec la caisse de la société, de la banque, ainsi de suite. Mais vraiment, on ne peut pas dire que les dirigeants, c'est-à-dire la direction générale du Crédit Lyonnais dans la période la plus difficile, aient fait des choses répréhensibles. D'ailleurs, je me suis étonné à un moment que l'un de mes conseillers soit venu me voir en me disant « Mais, monsieur le ministre, si vous engagez la responsabilité des commissaires aux comptes, vous devez être attentif au fait que dans ces conditions, on ne pourra plus rien leur demander. » Je trouve ça fascinant comme réponse. Ça veut dire que, dans le passé, on leur demandait quelque chose. Et qu'il devait y avoir de temps en temps des discussions âpres et difficiles entre un commissaire aux comptes ayant des états d'âme pour certifier la sincérité, la régularité des comptes de telle entreprise, et puis le Trésor qui était l'exécuteur des instructions politiques sur le thème « on ne veut pas d'histoire, donc arrangez-vous pour que le commissaire aux comptes certifie ». Pendant ce temps-là, la crise continue à creuser les résultats du Crédit Lyonnais. Les chiffres n'arrêtent pas de se détériorer mois après mois. Chiffre d'affaires, résultats bruts d'exploitation, provisions courantes, résultats n'arrêtent pas de se détériorer entre décembre 93 et mai 96. Ça, c'est long. Hein. C'est long. Donc, ça fait
2 ans et demi où nous ne prenions que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles, que des mauvaises nouvelles. Chaque fois des découvertes, plus ou moins désagréables. Et vous touchez le fond avec l'incendie. Et l'incendie vient à ce moment-là, au creux. Le 5 mai 1996, à 8h30 du matin. À ce moment-là, je suis très calme, très, presque un sentiment de fatalisme. Il presque me dire, Trop, c'est trop. Trop, c'est trop, mais en même temps, d'une certaine manière, à partir du moment où je suis rentré dans ce truc-là, j'aurais dû m'attendre à tout, quoi. Et à 10h du soir, en réunion du comité exécutif, j'ai fait ce qui m'arrive de temps en temps. J'ai pas eu le temps ni de prévenir, ni de contrôler. Ça a été une vraie syncope, complète. Et donc c'était drôle parce que quand j'ai rouvert l'œil, j'ai vu que mes 3 collègues autour, je lisais leurs pensées. Ils étaient en train de se dire, merde, non seulement le Crédit Lyonnais brûle, mais en plus le président va nous claquer entre les mains d'une crise cardiaque. C'était évident qu'ils pensaient ça. Et donc j'ai ouvert l'œil, je leur ai dit, rassurez-vous, c'est rien. Aujourd'hui, à 2-3 ans d'intervalle, est-ce que vous êtes fait une idée sur les causes de l'incendie? On a beaucoup parlé d'incendie criminel. Non, on est dans une situation pas très agréable et qui, je suppose, médiatiquement risque à nouveau d'être exploitée contre nous. C'est-à-dire que, en l'état actuel de l'enquête, il y a 1 ou 2 expertises parmi une multitude qui disent qu'il est impossible que les niveaux de température atteints aient pu l'être sans intervention humaine. Et donc on ne peut plus exclure l'hypothèse d'un acte criminel? On ne peut pas l'exclure, mais on n'a aucun élément qui aujourd'hui qui permette de l'affirmer non plus. Qui? Pourquoi? Comment? Rien n'est sûr. Tout n'est encore qu'hypothèse. Revenons en arrière, quelques mois avant l'incendie, début 96. Le Crédit Lyonnais ne peut plus assumer les charges qu'il doit payer au titre du plan de sauvetage engagé 1 an plus tôt. En effet, les actifs cédés au CDR l'ont été grâce à un prêt du Crédit Lyonnais, que le CDR rembourse à 85% du taux du marché. Pour faire ce prêt, le Crédit Lyonnais a lui-même emprunté sur le marché interbancaire. Entre-temps, les taux d'intérêt ont baissé de moitié. Et le Crédit Lyonnais perd chaque année 3 à 4 milliards entre ce que lui coûte ce qu'il a emprunté et ce que lui rapporte ce qu'il a lui prêté. Février 96. Alors, j'ai peut-être perdu un peu de temps, mais enfin, c'est pas des années-lumière après. Février 96, je vais voir les plus hautes autorités de l'État pour leur dire, écoutez, désolé, ça passe pas. Les plus hautes autorités de l'État, c'est-à-dire? C'est-à-dire quelqu'un à l'Élysée. Désolé, ça ne passe pas. Je suis capable à peu près de gérer l'ensemble de la boutique, j'espère de la redresser, de la reconstruire, mais les 3 ou 4 milliards de francs de prélèvements annuels pour financer la structure qui porte les mauvais actifs, ça, on n'a pas la capacité de le supporter nous-mêmes. Nos comptes ne le permettent pas. Et la décision est urgente, puisque si vous ne me donnez pas un accord, je vais être obligé d'arrêter les comptes 96 en perte. Mars, avril, mai, il ne se passe rien. Je vois le Premier ministre, qui est M. Juppé, quelque part vers, je sais pas, le mois d'avril ou le mois de mai. Je lui explique le problème. Je lui dis, je ne vois pas d'autre solution que de nous exonérer de ce paiement, c'est-à-dire d'accroître l'aide d'État d'une certaine manière.
Monsieur Juppé me répond je comprends votre problème, je n'aime pas votre solution. Je lui dis je pense qu'il n'y en a pas d'autre. Il me dit écoutez, je vais regarder. Toujours cette illusion qu'il doit y avoir à l'intérieur du Crédit Lyonnais quelque part des richesses cachées qu'on devrait sortir, qu'on devrait extérioriser pour pouvoir... Je dis désolé, il n'y a pas de richesse cachée, il n'y a pas de plus-value. Juin, juillet, il ne se passe rien, je ne revois personne. J'ai toujours ma solution, j'en vois pas d'autre. Moi, je suis ministre des Finances. Je n'ai pas les moyens de recapitaliser le Crédit Lyonnais, puisque l'État est très impécunieux. Je rappelle que aujourd'hui, et pour quelque temps encore, quand l'État rembourse des emprunts, il emprunte. Ça permet de faire cette précision. Donc, je soumets au Premier ministre une proposition d'un troisième plan pour le Crédit Lyonnais. C'est de dire qu'il faut absolument neutraliser cette perte structurelle qui est liée à l'amélioration des conditions du marché, puisque les taux d'intérêt sont très faibles, ce qui est très bon pour l'économie et pour l'emploi en France. Et je propose que l'on efface la perte 95 et la perte 96, et ça fait 3,6 milliards, et que l'on s'engage pour l'avenir de la même façon. Car c'est ça que j'ai consenti au Crédit Lyonnais. C'est qu'il puisse facturer au CDR la ressource au prix qu'elle lui coûte sur le marché. Rien d'autre. Ce n'est qu'au moment qu'on est venu avec cette demande en 1996 d'une aide d'urgence qu'on a découvert l'ampleur du désastre. Enfin, la véritable ampleur du désastre. Mais je suis sûr qu'on aurait pu nous informer avant. Là, à nouveau, nous avons joué le jeu en disant, écoutez, bon, on peut rencontrer vos soucis en admettant une aide d'urgence limitée, mais alors il faut qu'en dehors de quelques mois, vous nous présentez un nouveau plan de redressement. Alors, monsieur Van Miert fait référence à l'engagement qu'a pris mon prédécesseur Alain Madelin en juillet 1995. Il demande que le Crédit Lyonnais allège sa voilure. Ça veut dire que, au plan européen, on doit se dessaisir d'un certain nombre de filiales, qu'au plan international, on doit céder des participations, refaire de la liquidité en réduisant l'importance de la maison. Malheureusement, ça a traîné. Là aussi, les engagements n'ont pas été respectés. On nous a dit, bon, maintenant le plan arrive à la fin de la semaine, puis non, dans un mois, et ainsi de suite. Et dans cette période, il y a eu sans doute plusieurs menaces de démission. De la part de qui? De la part de Père Levade. On m'accuse souvent de démissionnite aiguë. C'est la seule fois, la seule, sur ces trois ministres-là, la seule fois que j'ai manifesté clairement qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire. Vraiment, j'ai été sidéré que l'État français, dans ce dossier, à la fois, n'a pas été en mesure de faire en sorte qu'une banque publique soit gérée convenablement, de contrôler les activités de cette banque, et puis quand ça a déraillé, de se faire respecter en tant qu'autorité publique, et quand, à la fois, d'être en mesure tout de même de découvrir rapidement ce qui se passe. Bruxelles était convaincu que tout ça c'était un complot des Français qui étaient bien d'accord entre eux pour se moquer des commissaires et de la direction de la concurrence. Donc ça a considérablement envenimé le climat à Bruxelles. La vraie divergence était sur la capacité du Crédit Lyonnais, d'une certaine façon, à absorber lui-même une partie des conséquences de ces erreurs fondamentales. Et c'est là-dessus que, tout en étant une fois de plus trop optimiste, j'ai probablement eu une position complètement décalée par rapport à l'ensemble des gens qui m'entouraient, y compris un certain nombre de gens à l'intérieur même de la maison.
Il y a là aussi eu un dysfonctionnement dans la relation entre la banque et l'autorité publique, car apparemment, la banque était en mesure, ou la direction était en mesure de bloquer aussi le gouvernement. Et moi, vraiment, je n'exagère pas quand je vous dis qu'au moins une dizaine de fois, du côté de l'autorité publique française, on m'a dit, écoutez, on est embêté, mais M. Perlevade menace à nouveau de démissionner, il faut comprendre, ce n'est pas le moment, etc. À nouveau, l'autorité publique était coincée, était bloquée. Entre les exigences de Bruxelles et la stratégie de survie de la banque, le ministre est coincé. Pendant ce temps, la rumeur rattrape le CDR, accusé de brader des actifs dépréciés. Il y a eu une gigantesque opération de désinformation en faisant croire que le CDR était un outil destiné à gérer et à vendre des actifs, c'était aussi un outil à payer des dettes. Et on a toujours oublié cette partie-là. Or, cette partie, elle est fondamentalement à l'origine de toutes les difficultés du système, parce que quand vous avez 60 milliards à rembourser, vous êtes bien obligé de vendre des actifs qu'on vous a donnés pour les payer. Et vous êtes bien obligé de commencer par payer vos dettes à l'extérieur avant de payer vos dettes à l'intérieur. Donc il a bien fallu vendre ou récupérer des créances. Il a fallu faire ce qu'il fallait pour diminuer le passif qui a été transféré en même temps que les actifs. Moi, ce ne sont pas les actifs qui m'ont donné du souci, ce sont les passifs. Et on n'en parle jamais. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a limité les ventes dans l'immobilier. Le recouvrement de créances dans les banques à liquider, on était ficelé par la capacité des débiteurs de rembourser, et Dieu sait s'il y avait de mauvais débiteurs. Et on était obligé de se concentrer sur la partie venant des entreprises. Donc de vendre des affaires qu'on aurait peut-être eu intérêt à vendre plus tard, mais qu'on était obligé de vendre pour payer les dettes. Et là, ça me permet d'aborder un sujet qu'on n'a jamais abordé, qui était le risque d'alourdir la facture. Parce que ça, moi, ça a été, dans l'analyse des comptes, ce que j'ai tout de suite recherché, c'était de voir les endroits où la facture risquait de s'alourdir. Et donc de me mettre à liquider le plus vite possible les affaires dans lesquelles les dettes allaient s'accumuler, et celles-là, ce seraient nos dettes, ce seraient celles qu'on aurait fabriquées et qu'on était sûr qu'on ne récupérerait jamais, et que c'est ce fameux contribuable qu'on évoque toujours qui les paierait. Plus tard, un rapport de l'Inspection générale des finances critiquera la gestion du CDR et, faisant écho à la rumeur, notera des pertes qui auraient pu être évitées et pointera notamment les conflits d'intérêts personnels sur certains dossiers, le manque de transparence, voire l'opacité complète de certaines transactions, et aussi la multiplicité des interventions politiques favorisant certaines entreprises. Début 97, la situation est toujours bloquée entre le Crédit Lyonnais, qui lutte pour survivre, et Bruxelles, qui impose une réduction de 1/3 des actifs de la banque, soit 620 milliards de francs, sur les 2000 de son bilan. Voilà, à plusieurs reprises, moi j'ai dû publiquement rappeler les engagements pris, demander au gouvernement des comptes, et en disant, mais qu'est-ce qui se passe? La banque apparemment se comporte comme si l'actionnaire principal n'avait pas pris d'engagement. Est-ce que je peux vous demander de la faire respecter? Pour mettre un terme à cette situation, la seule issue, c'est la privatisation. La privatisation la plus rapide possible, la plus rapprochée possible. Tout le reste, c'est discuter du sexe des anges. J'avais fait des ouvertures pour la cession d'un certain nombre de participations en Europe, pour la sortie de la banque de détail en Europe. Il me semble que ce plan-là était parfaitement validable par M. Van Miert. Et pourquoi l'a-t-il refusé? Il n'y a jamais été communiqué formellement pendant cette période. Il faut bien voir que le gouvernement a été emporté par la dissolution de l'Assemblée nationale, et donc je n'ai pas eu l'occasion de faire agréer mon plan. C'est en effet le printemps 97, le temps de la dissolution surprise. La gauche revient au pouvoir. Le temps d'un nouveau Premier ministre,
Lionel Jospin, d'un nouveau ministre des Finances, le 4e en 4 ans. Jean Arthuis cède la place à Dominique Strauss-Kahn. Nous, on arrive à un moment où donc il y a une situation un peu ubuesque parce que la Commission réclame à la France un plan suite à l'aide d'urgence et que celui-ci n'est jamais fourni. Et mon impression d'ensemble de cette affaire, c'est que, enfin, elle n'est pas terminée, donc il faut peut-être être prudent sur les jugements, mais c'est que la France ne s'est pas bien comportée avec la Commission, qu'elle a donc créé une réaction de rejet, de méfiance de la part de la Commission en général. Je ne parle pas particulièrement de Karel van Miert, le commissaire chargé de ça, de la Commission en général, et que du coup ça devenait très difficile d'arriver à une bonne solution, parce que quand il n'y a pas de confiance dans un débat comme ça, on ne débouche pas. Je crois que dès notre premier entretien, je lui ai dit, écoutez, Dominique, vous êtes maintenant le 4e ministre avec qui je traite ce dossier. Depuis des années, jusqu'à maintenant, je suis le seul commissaire avec qui on le fait, mais je ne veux pas qu'il y ait un deuxième. Il faut que ce dossier soit complètement réglé avant la fin de cette commission. Parce que vraiment, ça a été une expérience extrêmement pénible. Il faut savoir que ni moi-même, ni mes collègues sont disposés à refaire cette expérience. Et dis donc, je comprends. D'ailleurs, tu me connais bien, moi je tiens à mes engagements, donc je te rassure que ce sera ainsi. Et je te rassure que ce sera tout le gouvernement qui prend cet engagement. Nous avons là une entreprise avec plus de 50 000 salariés qui joue un rôle majeur dans l'ensemble du système financier français, mais donc européen, et il faut sauver l'entreprise. Donc l'objectif premier que moi je fixe à mes collaborateurs, c'est de dire il faut qu'on soit capable de proposer quelque chose qui réponde, premier objectif, à sauver l'entreprise. Deuxième objectif, à faire en sorte que, au bout du compte, le contribuable français, enfin l'État et donc le contribuable français, minimise au maximum les dégâts et les pertes. Et troisième objectif, parce qu'il est important aussi, que dans cette affaire, les modalités mises en œuvre, nouvelles, cessent de ressembler à la façon dont a été géré le dossier, c'est-à-dire qu'il y ait de la transparence, qu'il y ait de la clarté, que la justice passe là où elle doit passer et qu'on arrête d'avoir des interférences politiques qu'il y a quand même beaucoup eu précédemment dans la liquidation des actifs que le CDR avait pour mission de liquider. Sur quels accords essentiels bute la négociation? Il restait encore plusieurs points. Il restait le fait que le compte n'y était pas, c'est-à-dire qu'il manquait un peu moins de 100 milliards de francs français de sacrifices en termes de compensation. Et donc là, on butait sur la question où faire ces sacrifices. Mais j'ai toujours dit, écoutez, le chiffre 620 milliards doit être respecté. M. Strauss-Kahn avait pris en principe l'engagement de le respecter. Seulement, il voulait mettre dans la corbeille des choses que moi je ne pouvais pas accepter ou qui ne faisaient pas que le compte y était. Donc tout le débat, c'était qu'est-ce qu'il faut vendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas vendre. Avec, du côté français, et en particulier de la présidence du Lyonnais, l'idée de dire « Attendez, vous êtes gentil, mais il faut que l'entreprise reste viable. Donc on peut vendre un certain nombre de choses, mais il y a un moment où, à force de couper des branches à l'arbre, il ne peut plus vivre. » Et puis du côté de la Commission, le fait de dire on a fixé un certain quota, quelque chose correspondant au premier plan. Finalement, les pertes se révèlent en gros 2 fois supérieures au premier plan, donc il faut 2 fois plus de contrepartie. La proportion n'a pas de raison de changer, disait-il. Et 2 fois plus de contrepartie, ça aboutissait à 620 milliards de cessions, et le Crédit Lyonnais avait bien du mal, pour être honnête, à trouver des cessions possibles qui gardaient le Crédit Lyonnais viable. Donc tout le débat, ça a été de voir ce que l'on pouvait faire entrer dans ces cessions, de les faire accepter par la Commission, et puis de les répartir sur la planète de façon satisfaisante pour que le Crédit Lyonnais reste une grande banque de détail en France et une grande banque d'entreprise en France et à l'étranger. Et donc il fallait, on ne peut pas être une grande banque mondiale comme l'est le Crédit Lyonnais, même s'il a perdu une part de son importance, sans avoir un point à Tokyo, à New York et ailleurs. Si on supprime tout ça, alors on ne peut plus vivre. Le plan prévoit la vente de 1/3 des implantations de la banque en Europe et dans le monde. Une réduction
un repli qui se décide pied à pied, pas à pas. Le Crédit Lyonnais lutte pour sa survie. Bruxelles s'impatiente. Tout à fait au début du mois d'avril, la Commission avait proposé à mes collègues qui l'ont accepté les conditions qui devaient être remplies pour que la Commission, par les autorités françaises avant que la Commission puisse prendre une décision positive. Donc, le gouvernement était parfaitement au courant de nos demandes. Comme à ce moment-là, il n'y avait pas de réaction, comme le délai, parce qu'on avait donné un délai d'1 mois, c'est-à-dire au début du mois de mai, comme rien ne venait, moi je devais faire préparer une décision négative. C'est ce que j'ai fait. Vous avez fait préparer une décision Bien négative? sûr, parce que du moment que le gouvernement éventuellement ne répondrait pas en dehors des délais convenus, il fallait que la Commission tranche. Et là, une grande majorité de la Commission était déjà parfaitement d'accord. C'est-à-dire il y a un moment où la Commission a décidé pratiquement de mettre le Crédit Lyonnais en faillite. C'est-à-dire la Commission a décidé que si les conditions ne seraient pas remplies, qu'elle n'avait pas d'autre choix. Donc c'était ça le message. Là, on a vraiment eu peur. On a vraiment eu peur, c'est-à-dire que on a senti que la banque commençait à trembler. Hein. C'est-à-dire, écoutez, là, vous parlez de faillite à des gens qui ont leur argent dans une banque, il faut qu'ils vous aiment beaucoup pour rester. Et nos clients sont restés. Il n'y a pas eu de course au guichet. Il n'y a pas eu de course au guichet. Mais si vous voulez, il y a eu suffisamment de départs marginaux, en volume ou en nombre, mais suffisamment de départs visibles pour qu'on se dise qu'on n'était plus très loin du drame. Alors, à ce moment-là, les choses ont commencé à bouger rapidement. Et je me rappelle, c'était le vendredi avant... Non, c'était le jeudi avant le fameux Conseil européen qui s'est occupé de la Banque centrale. J'ai reçu un coup de fil de Dominique Strauss-Kahn qui m'a dit, maintenant, on n'a plus le temps, on n'a plus que le week-end pour en sortir, est-ce qu'on peut se voir? Comment se déroule justement ce dernier round de négociations? Dans quel climat? C'était un peu rude parce que c'était le week-end du 2 mai 1998 qui est aussi le week-end du passage à l'euro. Donc il y avait un sommet européen, vous savez, il y avait tout le débat de M. Duesenberg et de M. Trichet par ailleurs pour la Banque Centrale Européenne. Donc dans les grandes salles de Bruxelles, il y avait ce débat-là avec les chefs d'État et de gouvernement, Jacques Chirac, Lionel Jospin. En plus, Lionel Jospin a quitté le débat vers 19h le soir parce qu'il partait pour la Nouvelle-Calédonie. Et donc c'est moi qui l'ai remplacé dans la négociation auprès de Jacques Chirac avec les autres chefs d'État européens. Et puis, dans le même temps, on est barré dans un immeuble à côté la négociation avec Karel Van Miert, et elle s'est surtout tenue, elle, le dimanche, et puis le dimanche soir. Il y avait un bureau où nous étions Karel Van Miert et moi, et puis dans un bureau plus loin, il y avait une équipe du Crédit Lyonnais, dont Van Miert savait qu'elle était là, mais qui n'était pas censée rencontrer, mais parce que moi j'avais besoin de savoir ce qui était possible ou pas. Puis dans une autre pièce, j'avais mes collaborateurs. On discutait pendant 1 heure, 1 heure et demie, on se quittait sur un désaccord, parfois un peu vif. Van Miert repartait dans son bureau chez lui, parfois, parce qu'il habitait pas loin, voir ses propres collaborateurs. 1 demi-heure après, on se rappelait, il revenait, etc. Et tout ça, ça a duré jusqu'à tard dans la nuit. Donc la négociation, c'est Van Miert et moi autour de la table à 2. C'est comme ça qu'on peut négocier et pas autrement. Et Perlevade, Jean Perlevade, Pascal Lamy et ses principaux collaborateurs du Lyonnais étaient dans la pièce à côté. Réduite d'un tiers, la banque a aussi dû se séparer d'un quart de ses effectifs. 8500 emplois supprimés en 4 ans. C'est désormais une autre banque, plus petite mais performante, et enfin prête à être privatisée. La fin impatiemment attendue d'une longue série noire. Aujourd'hui, compte tenu de ce par quoi on est passé, j'aurais presque tendance à dire il faut se méfier de ce type de déclaration. Mais si on commence à avoir presque un sentiment d'invulnérabilité. Hein, on revient d'une opération extraordinairement risquée, traumatisante. On a subi un quintuple pontage, on a été sous demi-anesthésie pendant des mois et des mois. On est toujours là, on est bien vivant et on est en forme. Nous avons complètement reconstruit
notre politique commerciale, notre problématique commerciale, nos relations avec les clients, et nous avons reconstruit à peu près tous nos processus de production de façon à améliorer leur efficacité. Donc la banque est légèrement resserrée en termes géographiques en France. Nous avons fermé quelques dizaines de points de vente, pas plus, mais je crois qu'elle est beaucoup plus efficace et je pense que nous en aurons la preuve dans les mois et les années à venir. À l'étranger, nous restons une banque de grandes entreprises internationales. Nous conservons nos points forts aux États-Unis, notamment à New York, où nous avons une opération, une exploitation tout à fait superbe. Nous conservons nos points de force en Asie, qui sont intacts. Nous sommes le premier ou le second banquier d'investissement en Asie, tout pays confondu, devant les banquiers américains. Et l'Asie redémarrera un jour ou l'autre, donc nous aurons les profits de ce redémarrage. Et nous gardons, dans tout ce qui est l'Europe centrale, on parle beaucoup des malheurs de la Russie aujourd'hui à juste titre, mais le reste de l'Europe centrale continue à se porter convenablement. Nous gardons un dispositif fort en Europe centrale. L'étape suivante, c'est-à-dire être une grande banque vis-à-vis des particuliers dans l'ensemble de la zone euro, de mon point de vue, ça passera nécessairement, quels que soient les banquiers concernés, par des alliances internationales. Je ne crois pas qu'il y ait un banquier quelconque en Europe, aujourd'hui, quelle que soit sa taille, qui ait la capacité de construire par lui-même un réseau européen de banques de détail. Et donc je pense que dans les années à venir, nous aurons nécessairement des opérations d'alliance internationale pour proposer aux particuliers des systèmes bancaires, des clubs, si je puis dire, des clubs de banques liés entre elles qui donneront un service homogène sur la totalité de la zone euro. Donc, vous voyez, ça n'est plus la même banque. Les chiffres ne sont plus du tout les mêmes. Et avec 11 milliards de revenus bruts d'exploitation par an, nous avons la capacité maintenant de faire face par nos propres moyens aux événements adverses qui peuvent se produire. La série noire est finie. Ah, je ne veux même plus entendre parler de série noire.